l'œuvre programme Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, publié en 1829, nous allons aujourd'hui essayer de continuer le résumé de cette œuvre. Donc, à titre de rappel, il s'agit d'un roman à thèse dans lequel Victor Hugo essaye de défendre une idée, ou bien ce qu'on appelle une thèse défendue, à savoir l'abolition de la peine capitale. Quand on dit l'abolition de la peine capitale, c'est-à-dire le fait de déclamer cette peine et le fait de la juger trop barbare et trop sauvage. Victor Hugo a utilisé beaucoup d'arguments afin de nous convaincre et de nous persuader pour renoncer à cette peine qui a existé depuis toujours dans toutes les sociétés. On était dans le chapitre 8. Maintenant, en passant au chapitre 9. Notre prisonnier vient de faire son testament. Le testament, c'est une sorte de rédaction que quelqu'un, en agonisant, va la faire pour la laisser à ses héritiers. Le testament en arabe, c'est ce qu'on appelle wasiya. Donc là, le prisonnier, qui est un condamné à mort, qu'on n'a aucune information, ni sur le crime commis, ni sur sa description. Or, on sait très bien qu'il a commis un crime de sang et c'est tout. Donc, il a laissé un testament. Il pense aux personnes qu'il laisse derrière lui. Ainsi, il a dit, je laisse une mère, je laisse une femme, je laisse une fille. Bon, parce qu'il a dit qu'il laisse 3 orphelines derrière lui. C'est pour cette dernière qu'il s'inquiète le plus. Donc, jusqu'à maintenant, au chapitre 9, il espérait revoir sa petite fille. Et parmi les exercices que je peux vous donner, par exemple, nous allons essayer d'écrire la lettre que le condamné à mort peut écrire à sa fille afin de se justifier pour lui dire où résidait le souci qu'il avait eu. Donc parmi les exercices que nous allons faire par la suite. L'essentiel dans ce chapitre 9, le condamné à mort est encore à Bicêtre et c'est là où il a écrit ce testament. Surtout la personne pour laquelle il s'inquiète, c'est surtout sa fille. On a dit qu'il avait une petite fille qui s'appelait Marie. Marie avait 3 ans. Pour le chapitre 10, le condamné nous décrit son cachot. Un cachot, c'est une cellule individuelle. Pour celle du condamné à mort, il n'y avait pas de fenêtre. Et pour les cachots des condamnés à mort, c'était les 4 cachots dans le corridor. Le corridor, ou bien ce qu'il appelait le couloir de la mort. Ça s'appelle aussi le corridor. Donc, quelques cachots qui étaient réservés uniquement aux condamnés à mort, plus les autres qui étaient réservés aux prisonniers. Donc là, il commence à nous décrire son cachot, qui n'a même pas de fenêtre. Il décrit aussi le long corridor longé par des cachots réservés aux forçats. Alors c'est ce que je viens de vous dire. Les forçats, c'est-à-dire les prisonniers jugés à prison avec travaux forcés. Alors que les 3 premiers cabanons, c'est-à-dire les cachots, sont réservés aux condamnés à la peine capitale. Donc là, c'est la description du cachot. Chapitre 11, pour passer sa longue nuit, car on a dit qu'il n'arrive plus à dormir, il se lève pour nous décrire les murs de sa cellule, pleins d'inscriptions, traces laissées par d'autres prisonniers. L'image de l'échafaud crayonnée sur le mur le perturbe, parce que les prisonniers qui sont déjà passés dans cette cellule, ils sont déjà morts, car ils étaient des ex-condamnés à mort. Ainsi, nous aurons comme description sur les murs des noms qui existaient vraiment à cette époque. C'était des prisonniers politiques qui disaient par exemple Vive la Révolution. C'était un Jacques, par exemple Jacques le Fataliste, c'était un assassin qui a terrorisé la France au 19e siècle. Là, ça rejoint l'idée de la crédibilité de l'histoire, le mistaqiyya d'Al Qissa. Parce que les noms qui étaient écrits au mur, c'était des noms de vrais condamnés à mort, qui sont déjà morts. Vers la fin, quand il va voir l'échafaud, il va être perturbé, déstabilisé et déséquilibré. Toujours dans le cadre de la description. Chapitre 13. Le narrateur personnage se rappelle d'un événement particulier qui a eu lieu il y a quelques jours dans la cour de la prison. Le départ des forçats au bagne de Toulon. Le bagne dans lequel il séjourne, c'est le bagne de Bicêtre. Mais il y a d'autres prisonniers qui vont les ramener vers le bagne de Toulon. Toulon aussi, c'est
une prison qui a vraiment existé. Donc ça rejoint toujours la même idée de la crédibilité de l'histoire. Il nous rapporte cet événement comme un vrai spectacle parce que un gendarme va venir chez pas un gendarme, un garde chiourme, c'est-à-dire un gardien de la prison, va venir chez lui, il va lui dire que je vais te donner une loge de roi. La loge de roi, c'est-à-dire comme une sorte de balcon qui existe dans le théâtre classique. Donc il va lui dire que tu vas assister à un spectacle comme un roi. C'est quoi ce spectacle? Il va le ramener dans une autre cellule où il y a une fenêtre. À partir de cette fenêtre, il tombe sur la cour de la prison Bicêtre et il va voir des forçats, c'est-à-dire des condamnés à prison à perpétuité, c'est ce qu'on appelle la scène du ferrage des forçats. C'est la scène du ferrage des forçats. Le ferrage des forçats, pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, plus ou moins, les humains sont plus ou moins à titre différent, sont traités. Mais à cette époque-là, le ferrage des forçats, on encerclait les chaînes dans les coups des prisonniers, aussi dans leurs mains et dans leurs pieds, des chaînes, des vraies chaînes. Et ça demandait même un forgeron, le haddad. C'est pas comme aujourd'hui des menottes, ainsi de suite. À cette époque, quand quelqu'un rentre en prison, 80% va mourir. C'est-à-dire que les gens ne rentraient pas en prison pour se faire rééduquer comme on le fait aujourd'hui, mais ils rentrent en prison pour mourir doucement et pour s'éloigner de la société. C'est-à-dire, l'objectif de la prison à cette époque, c'était pas de corriger et de rééduquer les prisonniers. Mais non, c'était le fait de les écarter de la scène sociale, le fait de les écarter, de les éloigner de la société. Donc, l'objectif principal qui était implicite, c'est le fait de les tuer, doucement et implicitement. Donc là, il ne va plus supporter la scène qu'il était en train de contempler, ainsi il va s'évanouir. Il nous rapporte cet événement comme un vrai spectacle en 3 actes. La visite médicale, donc un médecin qui va venir pour voir tous ces prisonniers qui sont par terre enchaînés. La visite des geôliers et le ferrage. Le ferrage, comme je vous ai dit, c'est des forgerons qui vont leur ferrer les mains, les pieds et le cou. Il nous parle d'un traitement inhumain réservé à ces condamnés. À la fin du spectacle, il tombe évanoui. Et à partir du chapitre 14, il va partir à l'infirmerie qui existe à Bicêtre. Quand il revient à lui, il se trouve dans l'infirmerie, d'une fenêtre. Il peut observer les forçats partir tristement sous la pluie au bagne de Toula. Il préfère plutôt la mort que les travaux forcés. Donc dans cette infirmerie-là, il va sentir plus de liberté et il va penser à ce qu'on appelle l'évasion, c'est-à-dire s'enfuir. Chapitre 15. Le prisonnier est dans sa cellule, il avait senti un peu de liberté dans l'infirmerie, mais voilà qu'il est repris par l'idée de la mort, qu'il pense à s'évader. Chapitre 16, c'est un chapitre important. Le narrateur se rappelle de ses quelques heures de liberté à l'infirmerie. Il se souvient de cette jeune fille qu'il a entendue chanter de sa voix pure, veloutée, une chanson en argot. C'est-à-dire l'argot, c'était la parole de cette époque. Donc cette chanson était écrite même au chapitre 16, c'est ce qu'on appelle le manuscrit. Parce que dans l'œuvre Le Condamné à mort aujourd'hui, on dit c'est une œuvre fictive à 100%. Mais à son apparition au début en 1829, je ne sais pas si je vous ai déjà dit ça ou non, l'œuvre au début était publiée en anonymat. C'est-à-dire une préface, elle avait une préface mais qui n'était pas signée. Ce n'est qu'en 1831 que Victor Hugo a écrit une deuxième préface et il l'a signée Victor Hugo, c'est-à-dire 3 ans après. 2 ans après, parce que le fait de, comme je vous ai dit la séance dernière, le fait de dire aux gens qu'on va arrêter la peine capitale, c'est comme le fait de leur dire que on va enlever le pain de la société. Donc c'était une idée inadmissible de la plupart des gens à cette époque. Ainsi, en 1829, quand le roman était publié en anonymat, ils ont vraiment cru que c'était le journal d'un condamné à mort, d'un ex-condamné à mort. Vraiment, les gens ont cru à ça, à tel point que le récit de Victor Hugo était très crédible, c'est-à-dire très vrai. Les gens ont cru à ça, avec plusieurs techniques que Victor Hugo utilisait. Alors, parmi les techniques de la crédibilité, c'était ce chapitre 16. Dans le roman, il y avait ce manuscrit, c'est-à-dire la chanson écrite à la main.
C'est une chanson qui est écrite avec la langue du 19e siècle, surtout l'oral et l'argot du 19e siècle, donc c'est inutile de l'analyser. Or, l'importance de cette partie, c'est surtout la vraisemblance, ou bien ce qu'on appelle en littérature la crédibilité de l'intrigue. Chapitre 17. Il pense encore à s'évader. Il s'imagine déjà en dehors de la prison, dans le port pour s'embarquer vers l'Angleterre. Mais voilà qu'un gendarme vient demander son passeport, le rêve est brisé. Donc au chapitre 17, il va faire un rêve, et même dans le rêve, il va se rendre compte que même dans le rêve, il va se rendre compte qu'il n'a pas pu s'évader. C'est-à-dire, il va faire un rêve, que tout allait bien, il va s'évader, mais dans dans le port, il va être arrêté par un gendarme, là où il va se réveiller avec énormément de frustration. Chapitre 18. Il est 6 heures du matin, le guichetier entre dans le cachot, il demande à notre condamné ce qu'il désire à manger. Donc à partir du chapitre 18, il va sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Donc d'une manière anormale, le guichetier va venir chez lui en lui demandant qu'est-ce que tu comptes manger. N'oubliez pas que jusqu'à maintenant, nous sommes à Bicêtre. Chapitre 19. Le directeur de la prison vient en personne voir le condamné. Il se montre doux et gentil. Le jeune comprend que son heure est arrivée. Donc là, il va comprendre qu'il y a un problème et que sûrement le directeur va lui annoncer quelque chose de mauvais. C'est le cas. Dans le chapitre 20, le narrateur pense à son geôlier, à la prison qu'il trouve partout autour de lui, dans les murs, dans les guichetiers. Chapitre 21. Le condamné reçoit 2 visites, d'abord celle du prêtre et puis celle de l'huissier. L'huissier, c'est-à-dire celui qui travaille au tribunal. Ce dernier vient lui annoncer que le pourvoi est rejeté. Le pourvoi, c'est-à-dire le sti'naf, est rejeté et que son exécution aura lieu le même jour. Dans la place de grève, il reviendra le chercher dans 1 heure. Donc c'était vraiment très atroce pour le condamné à mort qui n'a pas compris le caractère flou et indifférent des gens qui lui rendent visite. Et en plus, il ne comprend pas qu'est-ce qui s'est déroulé dans ce temps-là qui est passé. Il ne se rend même pas compte que il allait mourir. Donc c'était une idée qui n'était pas encore réalisée dans sa tête. Donc il n'a pas cru ses yeux, c'est-à-dire il n'a pas cru que c'était vrai. À tel point, le matin, ils vont venir chez lui, ils vont lui dire, bah alors le pourvoi en cassation que tu as envoyé au juge, il était rejeté et tu vas mourir. Quand? Le même jour, après 10 heures. Donc 6 heures, c'est l'annonce du dernier jour et 16 heures, c'est l'annonce de la mort. Ainsi, nous allons vivre avec ce condamné à mort les 10 heures, les 10 dernières heures de sa vie. Les 10 dernières heures de sa vie, c'est-à-dire les 10 dernières heures de sa vie, c'est-à-dire ce qu'il ne pouvait pas, ce qu'il ne pouvait plus supporter. Donc là, c'est le dernier jour de la vie du condamné à mort qui commence à partir du chapitre 22, presque 21, jusqu'au chapitre 49. Donc du 21 jusqu'au 49, c'est l'annonce du dernier jour de ce condamné-là. Donc nous, on va arrêter là. Donc on va s'arrêter sur le chapitre 21 parce qu'à partir du chapitre 22, nous allons passer, à partir du chapitre 22, nous allons passer à la conciergerie et ce sera une autre étape de la vie du condamné qui va commencer.